On parle d'un troisième livre presque terminé, on parle de Phasm, de Barbapapa, et on prend des objets aléatoires dans la commode. Bah ouais, bienvenue dans le podcast Ose écrire, mes chers amis. Un podcast finalement où on aborde le sujet très sérieux de l'écriture, avec un ton tout aussi sérieux que le maître gobelin qui vous parle. Bonne écoute. Moi c'est Sam, Ibellion de Mon Nom de Plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Oyez, oyez mes amis. Et avant tout, tout. Ah, j'ai fini ce premier jet, bordel de merde. Qu'est-ce que je suis content. Ah là 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 là. Vous m'excuserez, hein. Je n'ose pas trop ni crier, ni chanter à plein poumon parce que j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Mais j'espère que vous sentirez ma joie parce que je suis tellement content d'avoir fini le premier jet de ce troisième roman. Vous pouvez pas savoir. En plus, juste avant mon anniversaire. D'ailleurs, au moment où vous écouterez cet épisode, on sera la veille. Donc, je ne peux pas rêver meilleur cadeau que celui-là. C'est évidemment de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour quelle raison je vais vous partager cette victoire ? Parce que cette victoire ne dit qu'une seule chose, que vous aussi, vous pouvez le faire. Il y a une chanson que j'adore récemment, qui est d'ailleurs, je crois, un sample de je ne sais plus quelle autre chanson, mais bref, qui dit « If I can do it, why can't you ?» Voilà, l'air de dire, pour mes amis non anglophones, si moi, petit guignol à casquette, petit elfe à casquette que je suis, peux le faire, bien évidemment que toi qui m'écoutes, tu peux aussi le faire. Et c'est peut-être le message le plus important qu'il y aura à retenir de cet épisode, et la conclusion est donnée avant même qu'on ait vraiment commencé. Basculons dans cet épisode et dans cette réussite de fin de premier jet. Qu'est-ce que je suis content, vraiment. Vous pouvez pas savoir. En plus, j'ai mis un espèce de méga coup de collier les derniers jours. D'ailleurs, j'ai les stats, on va pouvoir en parler. Tac, on va les afficher fièrement et grandement. Alors attendez, je l'ai mis juste sur le côté. Alors, c'est donc un premier jet qui fait très exactement 112 682 mots. Il a été écrit en 115 jours, depuis le 15 avril. Donc, si je compte avril-mai, mai-juin, juin-juillet, juillet-août, allez, j'arrondis. 4 mois pour un premier jet de plus de 112 000 mots, 980 mots par jour en moyenne. Voilà. Donc, quand je dis aux gens que j'accompagne un premier jet, et en plus, là, 112 000 mots, c'est beaucoup pour un roman. Un roman, ça commence à 50 000 mots. Donc, et on n'est pas obligé d'en rajouter des caisses quand ça sert à rien. Tu vois, voilà. Chacun trouvera la justesse dans son propre nombre de mots. Quand je dis que c'est possible de faire un premier jet en 5 mois, certains ne me croient pas. Bon bah voilà, vous avez la preuve, encore une nouvelle fois, en plus de toutes les autres que j'avais pu vous amener. Bref, évidemment, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir tenu cette assiduité, qui est évidemment le truc qui me drive le plus moi, hein, vous commencez à me connaître. Et c'est assez marrant parce que quand je vois la courbe, je vois en fait des moments, donc il y a quand même une certaine constance, tu vois, 980 mots en moyenne par jour, bon voilà. Mais il y a vraiment des moments où la courbe, elle avance pas beaucoup, quoi. Il y a des semaines où j'ai vraiment pas beaucoup écrit. Et là, typiquement, cette semaine, qui est même pas une semaine entière, hein, donc c'est de lundi à vendredi, j'ai écrit plus de 9000 mots. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai écrit le dernier chapitre, et il fait 2098 mots. Donc, j'ai vraiment été surboosté à la fin. J'étais appelé en mode allez Sam, termine-le mon pote, parce que là, on n'en peut plus, quoi. Donc voilà, vraiment très très content. Vous voyez, d'habitude, je dis toujours que je vais faire, et en plus c'est ce que j'invite les auteurs à faire, de faire au moins une pause de une semaine, voire 2, voire un peu plus quand il y a vraiment besoin, avant de se plonger dans la relecture. Et ben là, vous savez, je suis tellement excité que j'ai même pas envie de le faire. Évidemment, incarnation de ce qu'on partage, je vais
prendre cette semaine de pause pour laisser reposer le texte et ensuite y retourner, en faire une première relecture, avoir toute cette mind map de cohérence et puis ensuite venir corriger en première réécriture. Je l'enverrai en bêta lecture. J'ai vu que j'avais reçu un petit message d'Ingrid. Écoute, ça serait avec grand plaisir que tu bêtalises aussi ce 3e tome après avoir bêta lu ce 2e tome. Tu verras, je crois qu'il y a certains commentaires que tu ne pourras plus me faire. Ou en tout cas, j'ose espérer. Amélioration continue, vous comprenez. Cette fin de premier jet est assez, de manière assez amusante, totalement différente des fins de premier jet que j'ai pu connaître avant. Le premier jet, c'était une espèce de bonheur inexplicable et incompréhensible. C'était la première fois que j'accomplissais quelque chose qui représentait tout pour moi. Je savais que c'était pas tout à fait fini, mais une fois que tu as fait le premier jet, comme dirait la fouine, qui peut me stopper en gros. Et j'étais vraiment dans une espèce d'euphorie, tu vois, en me disant, c'est fou, j'ai réussi. En plus, c'était une époque très particulière. On était début 2024 quand je termine le premier jet du premier livre, qui est d'ailleurs juste derrière, là je crois, si je dis pas de bêtises, ou là plutôt, et début 2024, je déménage d'Arcachon, je retourne à Lyon avec une envie à peu près négative, pour vous la faire courte, je vous raconterai un jour toute l'histoire entière si ça vous intéresse. Et donc, je dois gérer un déménagement, une nouvelle prise de poste dans un lieu que je connaissais pas parce que là où je bossais, ils avaient déménagé à l'époque. Donc avant, on était pas loin de la Part-Dieu et là, on s'est retrouvé au fin fond de Gerland. Donc autant te dire qu'avant, 10 minutes à pied, t'étais au taf. Là, t'as genre 30 minutes de métro et il faut marcher 10 minutes sur du goudron ou dans des travaux. Voilà. Tout ça, et j'étais obnubilé par le fait de finir mon premier jet. À cette époque-là, sincèrement, j'ai pas beaucoup dormi et je faisais que ça. Dire que quand j'étais en télétravail, avant de commencer à bosser, j'écrivais. À chaque pause, j'écrivais. Et quand j'étais au bureau, j'écrivais à chaque pause que je pouvais avoir. Dire que les autres allaient boire un café et moi j'étais le putain d'asocial qui remontait à son bureau et qui était là genre tuk 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 sur son clavier pour écrire les histoires de Balthème. Et donc ce premier jet est arrivé un peu comme une libération au milieu de tout ce foutoir qui était un peu ma vie à ce moment-là, même si toute proportion gardée, mais pour moi à l'époque c'était un vrai foutoir. Parce qu'en plus, il y avait toutes ces questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Bref, il y a tout qui se mélangeait. Et surtout que ce début d'année, vous voyez, à l'époque, j'avais pas encore tout à fait compris. Donc, écriture de septembre 2023 à octobre 2023 à globalement janvier 2024, quoi. Début février 2024. J'avais pas encore totalement compris que ce qui comptait le plus pour moi, c'était l'assiduité. J'avais pas encore totalement confiance dans mon trust de process à moi. Et à tel point que pendant les vacances de Noël, je m'étais dit, c'est les vacances, je vais pas pouvoir écrire, je suis en famille, blablabla, bla, bla, bla. Ça a été la pire erreur. Ça a été peut-être la plus grosse erreur que j'ai identifiée sur ce parcours-là, de la fin de ce premier jet, qui évidemment j'ai pas reproduit pour le 2e tome, et c'est pour ça que quand vous regardez mes graphiques de nombre de mots du 1er tome et du 2e tome, la plus grande différence, outre le fait que j'écris plus vite, c'est surtout qu'il y a plus de trous d'assiduité dans le 2e tome. Et là, dans ce 3e tome, comme je vous l'ai dit, pas de trous d'assiduité non plus. Il y a des jours où j'ai écrit 200 mots, même pas, 300 parfois, mais je les écrivais quand même. Même si j'étais au bout de ma vie, même s'il était 23h30, même s'il avait fallu que je me lève à 5h30 pour les écrire. L'assiduité avant tout parce que je sais que c'est ça qui me donne envie d'y retourner le lendemain. Et donc voilà, cette fin de premier jet était une espèce d'euphorie libératoire, pleine d'émotions, qui m'a donné un espèce de sentiment de puissance aussi que j'avais à peu près jamais connu. Un vrai truc de... Putain, mais bordel, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Je peux véritablement réussir de longs projets personnels.
Et c'était extraordinaire. La deuxième fin de premier jet, alors c'est ça qui est le plus paradoxal parce que j'y repensais un peu avant de commencer à enregistrer. J'en ai fait en plus une vidéo, c'est la vidéo épinglée sur ma chaîne. Et bah j'arrive pas tout à fait à me rappeler à quelle date c'était, cette fin de deuxième premier jet. Quand j'y réfléchis, je pense que c'était peut-être au début de l'année 2025 du coup. Parce que j'ai fait octobre, novembre, décembre, janvier, février. Je crois que j'avais mis 5 mois, peut-être un peu plus, parce qu'il était vraiment très long. Vous voyez, j'arrive même plus à me rappeler. Et ça rejoint vraiment ce sentiment. Ce deuxième tome, en fait, quand j'ai terminé le premier jet, je crois que j'étais beaucoup plus intéressé par réussir à prouver une seconde fois que la solution humaine très tournée vers l'auteur, son identité, son rythme, ses intentions fonctionnait. Et donc j'étais pas tellement concentré sur moi et sur ma réussite. J'étais beaucoup plus concentré sur ah ouais, ça marche vraiment. Et donc c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à me rappeler ce sentiment. Je pense que très vite en fait, je me suis dit, en plus à l'époque j'étais encore dans la fin de la formation de coaching, je commençais à communiquer sur l'accompagnement d'auteurs, j'avais déjà accompagné pas mal d'auteurs, mais de manière très ponctuelle et pas du tout sur un processus entier. Donc je le voyais vraiment comme un morceau qui allait au-delà de moi, qui était vraiment une pierre de légitimité dont j'estimais avoir besoin pour rassurer les gens qui viendraient travailler avec moi et qui travaillaient avec moi. Et donc à tel point qu'en fait j'ai complètement zappé, je me rappelle plus vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est que je dis ça, peut-être qu'en regardant la vidéo épinglée sur ma chaîne, je dis pas tout à fait la même chose. C'est ça qui est intéressant aussi dans les ressentis et dans les émotions. C'est à mon sens pour ça que c'est important de prendre le temps de les écrire. Vous voyez, je parle toujours du journaling, de célébrer ses victoires, de prendre le temps d'écrire les émotions qu'on traverse, parce qu'en fait on a du mal à s'en rappeler. Et surtout on les déconstruit pour quelque part toujours garder quelque chose qui est pas forcément le plus gros ressenti qu'on a eu ou le principal. Voilà. Donc là, j'ai le sentiment rétrospectif que la fin de ce deuxième premier jet, du premier jet de mon deuxième livre, était un peu comme un truc. Ok, il fallait que ça se termine, mais maintenant, c'est quoi la suite? Puis il y avait un deuxième point qui était qu'en fait, c'était le deuxième tome de la trilogie. Et c'est ça qui est assez, en tout cas, qui est un enjeu pour moi, c'est que, en fait, ça se termine quand tu termines la trilogie. Et quand j'ai terminé le deuxième livre, j'étais content, il était mieux, j'estimais qu'il était plus intéressant, mais c'était pas le dernier, il en restait un autre. Et j'étais aussi appelé par toutes les autres idées que je peux avoir, mon autre univers de fantasy, la volonté d'écrire une romance, et de la littérature beaucoup plus ancrée dans le réel et dans le présent, autour des émotions et des états d'âme qu'on peut traverser. Et je me disais, ouais, mais il y a ce troisième roman, il y a ce troisième volume de la trilogie. Si je le finis pas, je le finirai quand? Et donc je crois que j'avais un peu aussi, à l'époque, déjà commencé à conscientiser le fait que j'allais devoir m'y remettre à cet univers. Et j'allais devoir le clôturer et le boucler pour ensuite me lancer pleinement dans autre chose. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié parce qu'il y a eu cette fin de premier jet, ensuite réécriture, deuxième réécriture, et au moment où quasiment tout est bouclé pour la finalité du deuxième roman, je me rappelle avoir enregistré un épisode de podcast où je dis justement, là c'est bon, ça s'est éclairci, je vais finalement finir le troisième tome plutôt que de commencer la romance. Et vous voyez, ça a mis longtemps à conscientiser ce truc de, en fait, ce chemin de cette trilogie, il n'était pas tout à fait terminé. Voilà. Et donc là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une sensation totalement différente, c'est que j'ai jamais été aussi proche de pouvoir écrire autre chose que cette trilogie. Mais je le dis pas parce que voilà, dans ce deuxième tome, du coup, accroché à ces deux trucs un peu négatifs
négatif est pas le bon terme, à ces deux morceaux, à la fois, je le voyais beaucoup plus comme une réussite pour ma méthode et ose écrire que pour moi, et je le voyais vraiment comme le milieu d'une trilogie. Et bah quelque part, j'avais un peu un truc de oh putain, allez, vas-y, faut le boucler quoi. Et puis mes personnages me saoulaient aussi à l'époque. Ouais, ça fait 3 points. La fin de ce premier jet du deuxième volume, il était moins fun quelque part. Alors que là aujourd'hui, alors en plus, j'ai encore la preuve que ça sert aux écrire, parce qu'en plus j'ai été encore plus rapide que le deuxième. C'est bien la preuve que 50 000 mots en 5 mois, c'est largement faisable, même pour toi qui m'écoutes. Et en plus, j'ai vraiment l'impression de toucher au but. C'est bon, c'est la fin de cette trilogie, et après je vais pouvoir aller explorer 1 milliard de trucs. Et je vais pouvoir prendre toutes mes idées qui sont notées partout, et me dire, ah, vas-y, c'est laquelle la meilleure, c'est laquelle sur laquelle je vais me lancer, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est peut-être le sentiment qui me fait le plus plaisir aujourd'hui. J'aurais bouclé cette trilogie, je vais pouvoir aller explorer autre chose. Et là, mes personnages me saoulent pas du tout. Parce que j'ai vraiment l'impression de les avoir compris. Je les ai emmenés au bout de l'arc qu'ils devaient vivre. Donc, chacun a résolu ses enjeux. Tu vois, les personnages principaux, évidemment, mais aussi les personnages secondaires. Ils ont tous bouclé le petit enjeu lié aux intentions de mon roman qu'ils avaient. Et donc, quelque part, il y a ce truc de... En fait, ils ne m'agacent plus parce que tout est bien fini, tu vois. Tout est rond, le puzzle est assemblé, voilà. Parce que à la fin du deuxième volume, en plus, j'avais pas encore pris conscience que Baltem rencontrait des enjeux qui étaient les miens. Donc je les avais un peu mis sous le tapis. D'ailleurs, ça me fait penser à un point que je vous évoquerai après. Et quand on met un truc sous le tapis qui est un enjeu personnel et que nos personnages essaient de nous crier, il y a toujours un moment où ça coince. Et donc voilà, c'est accepter d'aller voir ce qu'on doit traverser pour l'écriture. Et là, je l'ai pas du tout ce sentiment. Parce qu'en fait, mes personnages, là, sont en accord avec eux-mêmes, alignés avec moi aussi. Et ça coule, c'est fluide. Donc j'ai trop hâte de me lancer dans la suite. J'ai trop hâte de réellement boucler ce premier livre. Enfin, ce premier livre, vous voyez, cette première trilogie, du coup, plutôt. Je suis dans l'euphorie, là, je vous dis, j'ai même pas de filtre, là. Donc là, on est début août. Va y avoir première réécriture, bêta lecture. Allez, j'aimerais bien, en étant très challengeant, fin septembre, que tout ça soit bouclé. Ensuite, correction, mise en place de la distrib, tout ça. Vas-y, on peut espérer que fin d'année, début d'année prochaine. De toute manière, on n'est pas aux pièces. On peut espérer que ça soit terminé. Et de toute manière, ça veut dire que du coup, avant la fin de l'année, j'aurais pu commencer autre chose. Et ça, vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir. C'est vraiment, vraiment incroyable. Ah là là. Bref, je vous souhaite à tous qui m'écoutez de vivre ces émotions d'un premier jet. C'est ça qui est magnifique, c'est que là, je vous partage les miennes, mais en fait, elles ne disent rien de ce que seront les vôtres, parce que c'est toujours très personnel. Ça vient toujours toucher des cordes qui ne sont sensibles qu'à nos oreilles, quelque part. Et c'est ça qui est magnifique. Je le répète tout le temps, ça, hein, et c'est ça qui est magnifique, mais je le pense vraiment pour l'écriture. Chaque transformation que je peux observer, chaque premier jet et donc transformation que je peux vivre moi-même me le prouve. L'écriture, c'est fantastique. L'écriture, ça change la vie. Et autorisons-nous de nous plonger dedans parce que c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, si ça te parle et m'en réclame quelque part, mais si ça te parle, tu sais où me trouver. N'hésite pas à me faire un message surtout. Ça me fait toujours plaisir de découvrir des gens qui ont profondément envie d'aller au bout de leur livre. Voilà pour cette fin de premier jet. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et je vous propose de basculer sur les phrases qui m'ont marqué dans cette semaine. Je suis trop content. Je suis trop content. Putain, mais ouais, quelle sera la suite, quoi? Quelle sera la suite? Parce que c'est ça qui est fou aussi. C'est que après le premier, il y a les autres, quoi.
Après le deuxième, il y a toujours les autres. Et après le troisième, toujours les autres. Et en plus, le premier, c'est vraiment la découverte de notre rythme. C'est vraiment ce qui me fascine le plus avec les gens que j'accompagne, c'est à quel point ils arrivent à façonner leur manière de fonctionner qui leur est très personnelle, à quel point parfois ils atterrissent sur des rythmes où ils se disent bordel de Dieu, c'est tellement évident, pourquoi j'y ai pas pensé au début, mais parce qu'en fait, ils avaient besoin de traverser tous les challenges qu'ils ont rencontrés jusqu'à arriver à ce rythme-là. Et quelque part, c'est pour ça que la démarche de coaching en écriture, elle est si intéressante et si pertinente, c'est que en fait, c'est vraiment en creusant tous les enjeux qu'on rencontre au fil de la route qu'on arrive à vraiment développer un rythme qui nous correspond et qui, surtout, englobe tous ces enjeux et permet de les soulager, de les traverser et d'en faire une force. Parce que parfois, les gens arrivent à des rythmes qui paraissent effectivement évidents, tu vois. Et on serait presque tenté de se dire, mais Sam, pourquoi tu leur as pas dit au début de faire ce truc-là? Ça paraît tellement évident. Mais en fait, si je leur avais dit de le faire, ça revenait à vendre une méthode miracle, ça revenait à vendre ce que moi je pensais être le mieux pour eux. Et ça, c'est une posture providentielle. Euh, je suis pas expert de leur vie. Je ne vais pas résoudre leurs enjeux comme eux. Et c'est pour ça que la posture de coach, ce miroir de questionnement, ce challenge de questionnement est le plus intéressant parce qu'il te renvoie à tes propres enjeux, à tes propres forces, à tes propres solutions. Et c'est ça qui te permet de développer ton propre rythme et donc ta propre écriture. Et derrière, évidemment, ton propre style. Parce que quand tu libères l'écriture, tu libères ton unicité, tu libères ton style et tu crées ton style. Et après, on retombe sur cette fameuse question de mais quand saurais-je que j'ai trouvé mon style? Eh ben écoutez, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je suis absolument fan de ce bonhomme, mais c'est une question que j'ai posée à Wajdi en début 2024 d'ailleurs, et à laquelle il m'avait répondu, Samuel, moi-même j'ai passé ma vie et je vais encore passer ma vie à chercher mon style. Et l'écriture, c'est toujours se surprendre soi-même. Voilà. Et ben, on se surprend de par les enjeux qu'on arrive à traverser par l'écriture, et on se surprend par cette découverte de notre propre personne et de notre propre style. Voilà. C'est vraiment, je suis en ode à l'écriture là parce que c'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Ok, passons sur toutes les petits trucs que j'ai notés. Alors déjà, je voulais faire un partage parce que là, en ce moment, la dernière semaine, j'ai été quasiment vraiment tout seul. Mais vous savez, un tout seul de gobelin, quoi. Genre le gobelin caché dans sa caverne. J'étais tellement focalisé sur l'écriture, en plus du taf que j'avais à faire, que ça soit en coaching, en podcast, tout ça, que je dois admettre que je n'ai pas beaucoup parlé à beaucoup de personnes. Je ne suis pas beaucoup sorti. Heureusement qu'il y avait Voltaire pour me faire prendre le soleil. Voilà. Et donc, j'étais vraiment dans ce truc de gobelin. Mais il y a un avantage quand tu es dans ce truc de gobelin, c'est que, alors tu travailles, mais quand tu travailles pas, tu vois, tu peux aller te connecter à d'autres choses. Et donc, j'ai regardé pas mal de choses, en fait, récemment. Euh, Parce que la sociale de bas étage. Ou non, plutôt, ne disons pas ça comme ça, disons plutôt l'introverti. Et j'entends par introverti quelqu'un qui a besoin d'être seul pour recharger ses batteries, à la place de l'extraverti qui a plutôt besoin d'être entouré pour recharger ses batteries. Et ben j'étais dans une phase de gobelin introverti là. Full introverti, je me suis replié sur ma coquille pour recharger mes batteries. Ce qui est amusant, c'est que le travail et l'écriture, quelque part, ne musent pas tant que ça. Mais à côté de ça, je me suis donc octroyé beaucoup de temps de détente, je dirais. Alors, de lecture, puisque je bétalie un texte d'une coachée vous savez, c'est compliqué de bétalir un texte qu'on adore. Voilà. Donc, trop cool, déjà.
Voilà. Bon, il se trouve qu'en fait, tous les textes de coachés que je lis sont toujours géniaux parce que j'ai eu accès aux personnes pendant des mois avant. Donc, j'y vais vraiment avec la curiosité de l'enfant rêveur à qui on a parlé de quelque chose pendant des mois sans qu'il puisse le voir, tu vois. Voilà. Donc ça déjà, voilà, lecture d'un texte que j'apprécie énormément. Et j'ai regardé beaucoup de séries. Alors j'ai fini évidemment Off Campus dont je vous parlais la semaine dernière, mais je vous mentirais si je pouvais vous en dire un peu plus parce qu'en fait je l'ai littéralement regardé en 2 jours. Donc voilà. Je suis allé voir Spider-Man au cinéma. Alors j'ai pas grand chose à en dire déjà parce que j'ai pas envie d'en faire le sujet central de l'épisode. Certains d'entre vous auront peut-être envie d'aller le voir et il est sorti il y a à peine une semaine, donc on va pas commencer à le spoiler, parce que moi je suis incapable de faire une critique sans spoiler, comme ça au moins c'est clair. Voilà. J'ai rattrapé House of the Dragon saison 3. Le dernier épisode sort lundi prochain. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que, en fait, j'adore les dragons. Voilà. Voir des dragons, j'adore. Voilà. Et je suis aussi toujours très fasciné de voir à quel point je suis beaucoup plus sensible à des dragons se faisant blesser que à des hommes se faisant tuer. Voilà, dans cette série. Très paradoxal. Quelque part, beaucoup plus d'empathie pour les dragons que pour les hommes. Ça me fait pareil, vous savez, quand dans un film, il y a par exemple un chien qui se fait maltraiter. Bon, bah parfois, voilà. On a parlé de l'Odyssée la dernière fois. Bah, dans l'Odyssée, à un moment, t'as Antilope, qui s'appelle d'ailleurs toujours pas Antilope, mais qui est méchant avec le chien, là. Ah, comment j'avais envie de le démarrer, Antilope, là. Sans déconner, quoi. Bref. Alors qu'après, il y a Ulysse qui est là, qui massacre tout le monde, et là, j'étais là en mode, bon, vas-y, ça va, tu vois. Donc, House of the Dragon. Et du coup, pour regarder House of the Dragon, parce que je suis quelqu'un d'absolument légal, donc j'ai payé HBO Max pendant 1 mois, mais vous voyez, je suis quand même un petit peu un rat, parce que j'ai attendu qu'il y ait moins de 4 semaines d'épisodes à sortir pour m'abonner et tout regarder d'un coup. Donc ça m'a demandé de devoir faire très attention aux spoilers, mais cela étant dit, j'ai pu tout binge-watch, 1, 2, 3, pardon, j'ai pu tout binge-watcher, et maintenant j'attends le dernier épisode avec grande impatience pour pouvoir juger de la qualité d'écriture et d'intention de cette série. Et surtout juger la qualité des dragons, parce qu'en fait je regarde cette série peut-être que parce qu'il y a des dragons qui sont beaux et trop badass. Voilà. Et c'est vraiment un rêve de gosse. Je dis, putain, des dragons, quoi. Il y a d'ailleurs, mais on l'avait fait une fois, non, je vous avais raconté. Là, j'ai un guide du maître dragon qui explique comment élever un dragon. Donc, on est très sérieux sur les dragons ici. House of the Dragon, abonnement à HBO Max. Du coup, je me dis, autant renta l'abonnement. J'ai commencé à regarder Succession. C'est absolument exceptionnel, cette série. Mais pourquoi suis-je passé à côté Et il y en aurait des choses à dire sur cette série. Je ne sais pas si elle vous parle, mais elle met en scène globalement un magnat de l'entreprise, du coup évidemment très riche, qui a plusieurs enfants. Et ce n'est qu'une lutte de pouvoir. Une lutte de pouvoir au sein d'une même famille. Et vous savez, je parlais d'empathie envers les dragons, et bah là, j'avoue, manquer énormément d'empathie envers ces gens-là, parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas comment expliquer. Je crois, en fait, on se rend compte qu'ils ont tous leurs vices, mais c'est très dur d'en vouloir aux enfants parce que tu sens que le père a été extrêmement destructeur dans leur éducation. En même temps, ça renvoie évidemment à la question de la responsabilité dont je parlais dans l'épisode précédent, en disant, mais quelque part, ok, ce père est imbuvable, mais ça ne t'oblige pas à toi être imbuvable. Par contre, moi, en tant que spectateur, j'avoue avoir quand même beaucoup plus d'empathie pour les enfants que pour le père. Voilà. Je me dis, putain, mais les pauvres, quoi. Les pauvres. Et en même temps, cette empathie disparaît un petit peu parce que on retrouve des enjeux qu'on a chez énormément de personnages, qu'ils soient pauvres ou riches. Mais le fait que là, les personnages soient riches,
en fait, il y a quelque chose où les conséquences de leurs enjeux sont beaucoup plus mondiaux quelque part. C'est-à-dire que leur petite guéguerre personnelle, d'ego, de famille, de pouvoir, de machin, en fait, si elle s'arrêtait à une guéguerre d'ego, de pouvoir, de famille, et qu'ils lavaient leur linge sale en privé, ils ok. Mais en fait, là, bah, ça déborde sur tout le reste. Et derrière tout ça, et bah, il y a plein de gens qui, du coup, par, euh, par effet cascade, en souffrent. Alors, ces gens-là, c'est quelque part moi qui les visualise, parce que on ne voit pas dans cette série les effets euh, des décisions que prennent cette famille sur, euh, quelque part, les gens comme moi et toi, tu vois. Euh, Parce qu'ils sont vraiment à un très très haut niveau, quoi. Euh, mais moi, je peux pas m'empêcher de les voir. Et je peux pas m'empêcher de penser que quand ils sont là à dire bon bah ok, comment on fait pour pas que notre boîte coule, ou alors à prendre des décisions en disant ok, ils ok si ça coule parce que de toute manière j'ai envie de me venger de X ou Y. Bon, je caricature, mais vous voyez l'idée. Et bah à aucun moment ils pensent aux répercussions autres que le fait de vouloir gagner, le fait de vouloir asseoir leur ego et leur domination. Et donc c'est pour ça que c'est une série qui me fait un écho très particulier, parce que quelque part, ce sont des enjeux ordinaires, mais qui ont des répercussions tellement pas ordinaires que t'es toujours un peu en ambivalence de ah putain, ça me fait de la peine pour eux, mais en fait c'est quand même bien fait, non? Et tu vois, c'est pour ça que la série est aussi extrêmement efficace, et parce que tu vois aussi une... C'est là que tu te rends compte que moi, je le dis à titre personnel du coup, mais jamais j'aurais pu me retrouver dans une situation pareille en fait. J'aurais été probablement écrasé, ou alors en fait j'aurais pas du tout été la même personne et ça aurait été différent, je sais pas. Mais quand je me projette moi tel quel aujourd'hui, aligné aux valeurs que je peux porter, notamment avec Ose écrire, à savoir le côté humain, le côté honnêteté, le côté transparence, tout ça, je me projette dans une situation comme dans Succession et je me dis ah vas-y, comment je me ferais bouffer en 2 secondes. Je serais, vous savez, le l'appât qu'on met dans l'eau pour attirer les requins, tu vois. Je serais même pas le petit requin qu'on mange. Je serais et je serais même pas le petit poisson. Je serais l'appât artificiel qu'on balance dans l'eau, tu vois. Enfin bref, c'est une super série et c'est cool parce que en fait, vous voyez, du coup, lire, regarder, bah, c'est très très inspirant et ça vient nourrir énormément la créativité. Et ça nourrit beaucoup le après. Vous voyez, ça me donne aussi des idées de choses à exploiter. Parce que je me dis, par exemple, alors ça doit exister, mais j'ai presque envie de le faire à ma sauce, tu vois. Mais par exemple, quelqu'un qui ne serait pas de la haute comme ça, et qui se dirait que oh putain, ça aurait été incroyable d'être de la haute, et qui fait tout pour y arriver, et qui en fait se rend compte que eh ben, c'est horrible, voilà, comme milieu. Et je me dis, il y aurait quelque chose de très intéressant narrativement à aller explorer, parce que ça touche tout de suite énormément à, vous savez, ce fameux triangle entre le besoin, le désir et le mensonge. C'est-à-dire ce désir profond de faire partie de la haute, mais en réalité, le mensonge qu'on se raconte, c'est de dire, en fait, une fois qu'on est dans cette haute-là, tout est résolu, tous nos problèmes vont bien, on n'a plus aucun souci, etc. Et se rendre compte que tout ça est un mensonge, et se rendre compte que peut-être le vrai besoin derrière, par exemple celui qui me vient en tête, c'est de dire, en fait, ce qui m'a toujours fasciné là-haut, c'est la liberté, par exemple. Et je me dis que narrativement, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'il y a ça aussi, on s'en rend compte là quelque part dans cette série-là, c'est que euh, l'argent est un moyen. Voilà, moi, je le conscientise souvent comme ça. Moi, je me dis, putain, mais imagine à quel point on peut être créatif si on a tout cet argent, par exemple. Tous les films, tous les jeux, tous les livres qu'on pourrait faire, tu vois. Euh, et en même temps, bon bah là voilà, eux, tout ça, ils l'utilisent pour se tirer dans les pattes, voilà. À coup de voilà, mes avocats, mes machins, mes trucs. Bref, t'es en train de te dire, putain, putain, c'est quand même.
Quand même, quoi. Genre, vous pourriez faire d'autres trucs, quoi. Quelque part, c'est comme si leur vice était exacerbé par le fait qu'ils aient le pouvoir financier de les utiliser ou de les montrer ou etc. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est une super série qui me donne envie d'explorer plein de choses narrativement et qui en plus est hyper intéressante parce que il y a relativement peu d'action, donc ça donne beaucoup d'importance à tout le reste. Et ça, c'est toujours pareil. Dans un texte, c'est extrêmement intéressant. Il n'y a pas besoin que d'action. On n'est pas obligé d'utiliser que l'action pour qu'il se passe des choses. Parfois, un silence vaut une tarte, en gros, si je te fais le résumé, tu vois. Et dans cette série, il y a cette gestion-là, elle est extrêmement intéressante. Et ça va de pair aussi avec... ça doit avoir un nom au cinéma, mais je m'y connais pas tant que ça. Mais vous savez, à des petits zooms parfois sur la tête des gens quand il y a un silence. Tu vois, comme si tu étais projeté dans sa tête et que tu étais choqué par la phrase qu'il venait d'entendre. Et ça, il y avait un peu ce... Quelque part, on y retrouve un peu les codes qu'il y avait dans The Office, par exemple. Vous savez, avec cette caméra qui se rapproche des gens comme ça fait vraiment très filmé de l'intérieur, comme s'il y avait une petite souris qui filmait. Ça fait moins théâtral que d'autres séries. Et ça, c'est assez exceptionnel. Voilà. Et donc tout ça, c'est très très inspirant dans, dans l'imaginaire, tout simplement. Voilà. Cela étant dit, maintenant, c'est parti pour les petites citations qui m'ont marqué. Alors, la première qui m'a marqué, c'est « Les rêves se font la courte échelle ». Je trouve ça génial. C'est, encore une fois, une phrase que je suis très heureux d'avoir entendue. Bravo à celui qui l'a dite ou qui l'a écrite. Je sais même plus où je l'ai entendue. Mais putain, j'aurais voulu la trouver, celle-là. Les rêves se font la courte échelle. C'est exactement ce dont je vous parlais à la fin du premier livre. Moi, le jour où je le tiens dans mes mains, je me rends compte que si ce rêve-là est possible, en fait, quitter mon boulot, avoir un petit chien, en fait, c'est possible, tout ça. Et vous voyez, mon premier rêve de mon livre accompli a fait la courte échelle à mon rêve de changer de vie, voilà, et de plus être ingénieur. Et j'adore cette phrase. Les rêves se font la courte échelle. Et ça donne aussi ce côté, en fait, c'est pas une montagne. Voilà. Les états désirés qu'on veut atteindre ne sont jamais des montagnes. Et c'est d'ailleurs une démarche très coaching de dire, OK, on a un état désiré, mais ça sera ce qu'on va atteindre à la fin du travail qu'on fera ensemble sur plusieurs mois. Par exemple, si toi et moi, on travaille ensemble, l'état désiré qu'on aura, c'est terminer ton manuscrit. Bah, évidemment, première séance, on va pas dire bon bah comment tu fais pour terminer ton manuscrit. Ça n'aurait aucun sens. Ça serait juste se dire bon bah comment je fais pour me retrouver en haut de la montagne d'un coup. Non non non. Quelque part on trouve les barreaux sur l'échelle du rêve pour que le premier puisse faire la courte échelle au second. Et donc c'est pour ça que par exemple on va tout simplement commencer par adresser la clarté des intentions avec lesquelles tu as envie d'écrire ce livre. Puis ensuite on va se dire ok, la clarté du premier mot. Comment on fait pour que tu trouves ce premier mot? Et puis ensuite, on va à la première phrase, et puis le premier chapitre, et puis le deuxième, etc., etc., etc. Fin du premier jet, première réécriture, bêta lecture, deuxième réécriture, paf, on arrive en haut de la montagne. Voilà. Magnifique. Donc les rêves se font la courte échelle, et je trouve ça hyper, 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 hyper positif de se le rappeler, parce que ça nous rappelle que on peut y aller étape par étape, et on peut aussi, surtout, profiter du fait que quand on accomplit un rêve, comment ça donne de l'énergie à la suite. Tu vois, tout de suite, on est rechargé, on se dit, oh là 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 là, par l'élan, j'ai envie d'aller encore plus loin. Et ça joue énormément dans les transformations qu'on vit par l'écriture. Parce que, en fait, sans cet élan, sans avoir pris cette courte échelle du premier rêve, c'est impossible d'imaginer ce que sera la suite. Il faut le vivre pour le comprendre. Quand on termine ce premier livre, il y a un truc qui se débloque. Voilà, une vraie transformation personnelle. Et elle est unique pour chacun. Vous pouvez aller voir le témoignage d'Anaïs, d'ailleurs, coucou si tu passes par là. Vous pouvez aller voir celui d'Omérine. Et bah, toutes les deux, qui ont gentiment accepté, tu vois, de parler du parcours qu'elles ont eu avec moi et aux écrire, toutes les deux ont eu une transformation totalement différente. Ont trouvé un rythme totalement différent. Se sont trouvées une identité d'autrice totalement différente.
Et elle ne savait pas ce que ça serait en commençant. C'est ça qui est magnifique. Voilà. Et c'est comme moi. Au moment où je me lance dans l'écriture de ce premier livre, à aucun moment je me dis c'est ça qui va me permettre de me lancer autour de l'écriture. C'est ça qui va me permettre de quitter mon travail. C'est ça qui va faire que je vais rencontrer Voltaire, mon petit toutou, qui après s'être jeté un nombre de fois incalculable dans la piscine, dort en ronflant. Voilà. C'est magnifique. Les rêves se font à la courte échelle. Notons-le. Et les gens qui nous accompagnent aussi. Clin d'œil, clin d'œil. Ok, ça j'ai entendu ça. Attends, mais j'ai entendu ça où là? Je crois que j'étais en train. Je vais vous dire la vérité. Voilà. Je vous ai dit que j'étais en gobelin dans sa grotte, de manière plus polie, en introverti qui prend du temps pour lui, pour recharger ses batteries. Bah, en doom scrollant sur TikTok, à un moment je tombe sur le TikTok, je sais même plus si c'est une nana ou un gars, qui bref balance des conseils comme ça. Vous savez, c'est un peu dépensif, mais franchement, c'est pas des conseils qui font du mal. Et si ça en aide certains, c'est tant mieux. Et elle le disait avec c'était une femme, voilà, je me rappelle. Elle le disait avec une très grande bienveillance. Du coup, c'est tant mieux. Et pour le coup, elle a dit une phrase qui m'a interpellé. Je l'ai même pris le temps de la noter. Vous vous rendez compte? Comme quoi, doom scroller sur TikTok. C'est faux, ne suivez pas ce conseil. C'est un très mauvais conseil. Ou alors, pardon. Remettons les points sur l'I. Ce n'est pas un mauvais conseil si c'est fait en conscience. Tout est une histoire de faire les choses en conscience. Quand, cette semaine, j'ai doom scrollé sur TikTok et que j'ai entendu cette phrase, je le faisais en conscience. J'avais envie de m'abrutir, je dois l'avouer. Voilà. Et elle a dit, la confiance commence à venir quand on commence à tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. Et j'ai adoré cette phrase parce que déjà, elle rejoint beaucoup cette idée de rêve qui se font la courte échelle, pardon. Et il y a quelque chose de très ancré dans la réalité. Quand on se fait une promesse, un rêve devient un objectif. On se regarde dans le miroir et on se dit, ok, aujourd'hui j'ai envie de faire ci ou j'ai envie de faire ça. Et je vais commencer par ça ou par ci. Et quand le soir, on peut se regarder dans le miroir en se disant, voilà, je m'étais fait cette promesse et je l'ai tenue. Et bah, je vous jure que quand on se dit ça, on a un frisson. Voilà. Il se passe un vrai truc. Et c'est pour ça que c'est important de séparer la montagne. Parce que ça permet de séparer les promesses. Et ça permet de commencer à tenir les premières. Et puis les deuxièmes, avec la confiance acquise par la première, etc. etc. En fait, finalement, la thématique d'aujourd'hui est vraiment la thématique des marches, la thématique de la courte échelle, la thématique des rêves itératifs, etc., etc. Et il y a un côté, vous savez, comme les petites poupées russes là qu'on encastre. Dire qu'au début, c'est une petite promesse, et puis ensuite une plus grande, et puis ensuite une encore plus grande, et puis ensuite, etc., etc. Elles sont de plus en plus grandes. Voilà. Et donc j'ai adoré cette phrase. La confiance vient quand on commence à tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose... Vous voyez, encore une fois, c'est une phrase qui est très simple en apparence, mais qui porte beaucoup de sens pour moi. Et surtout que quand je la confronte à ma réalité, je me rends compte d'à quel point elle est vraie. Et là, je vais remonter plus loin pour vous montrer que c'est le cas. On parle, le sujet de la confiance. Attendez, je regarde combien de temps ça fait que je parle. Oh là là, bon, je suis désolé. Hein. Vous avez... voilà, j'avais besoin de parler. Bienvenue. Ceci est une prise d'otage. Quand on parle de confiance en soi... alors, je vais parler peut-être surtout pour les hommes. Je me permettrai pas d'en parler du point de vue féminin. Mais par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment pas confiance en moi parce que je n'aimais pas mon corps. Je me trouvais extrêmement maigre. Quand je regarde avec un regard extérieur, j'étais ce qu'on pourrait appeler un homme brindille. Ou, pour les plus techniciens d'entre vous, un phasme. Et du coup, j'étais vraiment pas bien. Mais vous savez, pas bien à tel point que ça allait à la piscine, ça gardait son t-shirt, tu vois. Même pour se baigner. Bon. Et
en fait, le premier step de confiance que j'ai eu à un moment, c'est de me dire bon, faut que je change mon corps. Faut que j'aime mon corps. Faut que je trouve un moyen d'aimer mon corps. Et donc, je me suis mis à la muscu, très classique, hein. Et là, vraiment, ça y allait à fond. Et là, j'ai pris du poids, j'ai pris de la masse, j'ai pris du volume, etc., etc. J'ai pris quasiment 15 kilos en vrai de vrai. Je faisais un peu moins de 60 et je suis arrivé à des pics de 74, 75. Et là, je me suis trouvé une nouvelle confiance. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cette confiance par le corps était presque artificielle. En fait, c'était l'amour que je portais à moi-même qui était vraiment la clé de tout. Néanmoins, parce que c'est ça qui m'a amené à vous parler de ça, le fait de tenir cette promesse de Sam, tu vas prendre du poids, tu vas devenir musclé, et c'est ça qui va te permettre d'avancer, le fait de tenir cette promesse, ça m'a vraiment fait avancer dans la vie. Et ça m'a permis de tenter d'autres choses après. Avec cette petite confiance accumulée, j'ai pu commencer autre chose. J'ai pu commencer par exemple à partager mes passions sur les réseaux, à des inconnus. Et tenir cette promesse de le faire m'a permis de continuer encore et encore. Et à la fin, je me rends compte en fait que la confiance en moi que j'ai gagnée, elle n'était pas parce que je suis arrivé à un résultat esthétiquement beau pour les autres ou pour moi. Elle l'était vraiment parce qu'en fait, j'ai tenu cette promesse, que j'avais une image en tête et que je suis allé jusqu'au bout de cette image. Et d'ailleurs, tout ça m'a amené à écrire ce premier livre. Écrire ce premier livre m'a amené à écrire presque le 3e aujourd'hui, comme je vous disais. Et donc, si je devais faire une conclusion, outre que, en tenant les promesses qu'on se fait, on développe cette confiance, et plus on développe cette confiance, plus on peut tenir des promesses qui sont grandes, plus on peut accomplir des objectifs et non plus des rêves qui sont grands, etc., etc. Et plus ça devient grand, et plus ça devient grand, et plus on est épanoui. Et attention, quand je dis grand, je parle pas forcément d'impact sur le monde, je parle pas de gagner des 1000 et des 100, pas du tout. Je parle de choses qui nous paraissent grandes à nous, des choses qui, au demeurant, nous paraissent complètement folles. Voilà. Pour certains, ça serait de sauter à l'élastique. Pour d'autres, ça serait d'écrire un livre. Pour d'autres, ça serait d'en écrire 10. Pour d'autres, ça serait d'apprendre du Mozart au piano. Pour d'autres, ça serait de lire 400 bouquins. Pour d'autres, ça serait d'apprendre à dessiner. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. J'aime bien ce message. Vive le doom scrolling sur TikTok. Et la conclusion est donc, ce podcast existe parce que fut un temps j'étais un phasme. Qu'est-ce que vous en pensez comme conclusion, ça? Est-ce que c'est catchy pour une intro, ça? Ah là là. Bref, je vous partage aussi une citation qui m'a été envoyée. Je rends à César ce qui est à César, ce qui appartient à César. J'ai une coachée qui, à 1, 2, 3, pardon, j'ai une coachée qui récemment a traversé un peu une tornade. Rien de dramatique, évidemment. S'il n'y avait pas de tornade, quelque part, je ne servirais à rien, et surtout, elle aurait pas eu besoin de moi. Donc, c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est normal d'avoir des tornades sur le chemin de l'écriture. Elle traverse une tornade, elle commence à sortir la tête de l'eau, et elle me dit « Putain, Sam, regarde ce sur quoi je suis tombé, ça date d'il y a 3 ans, et merde, c'est exactement ce que je vis en ce moment. » Et donc, elle m'envoie un screenshot d'une citation qu'elle avait faite de Patrick Oreo, je ne sais pas comment on le prononce, je suis désolé, je ne connaissais pas ce monsieur, qui écrit « Écrire, c'est être mené à ce lieu qu'on voudrait éviter. » Et qu'est-ce que j'aime cette phrase. Écrire, c'est être mené à ce lieu qu'on voudrait éviter.
Oh, là, on touche aux profondeurs de la transformation par l'écriture. C'est pour ça que je suis aussi challengeant avec ce que les gens m'amènent, mais parfois n'osent pas regarder en face, ou parfois, euh, ou alors parfois c'est pas tellement qu'ils osent pas le regarder, c'est plutôt qu'ils sont très filous pour essayer de l'esquiver. Tu vois, ça se ressent par exemple, voilà, certaines et certains se reconnaîtront et je leur fais de gros clins d'œil parce que euh, c'est évidemment pour ça que j'aime mon métier aussi, mais vous savez, des petits filous où tu leur poses une question, euh, ils commencent à répondre et tout de suite ils s'échappent sur un sujet transverse. Et là, dans ces moments-là, ce que je préfère faire, c'est, quand ils ont terminé, de faire un petit sourire et de faire t'as pas du tout répondu à ma question. Et là, tout de suite, il y a ouais, c'est vrai, et hop, tu vois, et puis hop, ils repartent. Et d'autres, bah, parfois, voilà, il faut. C'est aussi important de laisser l'espace, tu vois. Euh, Parfois, ça peut être un peu compliqué d'aller regarder ce qu'on n'a pas vraiment envie de regarder. Et moi, j'ai beau le pointer du doigt, et bah, il faut que je le répète une, deux, trois fois, parfois sur plusieurs séances, pour qu'à un moment, vraiment, on se plonge dans ce sujet-là. Euh, et là, quand on y va, quand la personne ose y aller, parce que, in fine, moi, je suis juste la personne qui renvoie ce que je vois. Donc quand je vois cet angle mort que la personne n'ose pas regarder, quand j'entends des occurrences qui deviennent des récurrences et que ça me semble très très intéressant d'aller regarder ce qu'elles disent, surtout vis-à-vis de l'enjeu que traverse l'écrivain ou l'écrivaine concernée, euh, bah c'est mon métier d'oser le partager. Voilà, les gens travaillent avec moi pour que je leur dise ce qu'ils ont besoin d'entendre et pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Sinon, je serais le pote du salon de thé et je sers à rien parce que tout ça, vous le trouvez déjà de votre côté tout seul. Et pourquoi je disais ça? Oui, je disais, c'est donc mon métier, c'est les moments que je préfère. Et parfois, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu compliqué de le faire. Mais quand les gens osent, et c'est ça que je disais, in fine, moi je pose la question, mais c'est eux qui plongent vraiment. Donc c'est aussi leur réussite, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est à chaque fois un chemin très personnel. Et ben là, on touche vraiment du doigt des vraies transformations. Et derrière, tu peux être sûr que l'écriture se met à couler. Alors qu'il n'y a pas de méthode miracle qui est apparue entre-temps. Je leur ai pas donné le secret d'un best-seller et de comment l'écrire en 3 semaines. Non, 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 non. Ils ont juste osé regarder ce qui les coinçait vraiment et ils ont juste osé être menés à ce lieu qu'ils voulaient avant éviter. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. J'adore cette phrase. Et écrire, c'est être mené à ce lieu qu'on voudrait éviter. Et quelque part, l'écriture se débloque quand on a osé aller dans ce lieu qu'on voulait éviter. Voilà. Et d'ailleurs, très souvent, on se rend compte qu'en fait, euh, il est plus tellement terrifiant une fois qu'on est dans ce lieu-là. Et d'ailleurs, ça pourrait être un très bon exercice. Ah, et putain, ouais, tiens, j'y pense, mais ouais. Un exercice, ça pourrait être quand il y a... parce que il y a ça aussi, c'est que parfois, cet endroit qu'on veut éviter, qui, je pourrais le résumer en quelque part, la grosse peur qu'on peut avoir et la grosse peur qu'on a besoin de traverser pour pleinement écrire et embrasser son identité d'auteur ou d'autrice, et bah, cette grosse peur, parfois, c'est très difficile de mettre des mots dessus. Et vous savez, c'est un peu comme Voldemort. Voilà. Là, je fais clin d'œil, la coachée en question se reconnaîtra, mais c'est un peu comme Voldemort. Si on n'ose pas prononcer son nom, elle nous domine, tu vois, et on la laisse gagner. Euh, et donc, osons mettre des mots sur cette peur. Et en même temps, je sais que c'est pas forcément évident. Et donc, la question qui m'est venue en voyant cette phrase, très coaching, c'est OK, ce lieu dans lequel tu as peur d'être conduit, ce lieu dans lequel tu as peur de mettre les pieds, à quoi il ressemble? Si tu devais le décrire, il ressemblerait à quoi? Et là, chacun y verra quelque chose. Peut-être une pièce sans lumière. Peut-être, au contraire, une pièce remplie de miroirs. Peut-être pas une pièce, mais genre une immensité. Une immensité d'eau, une immensité de sable. Peut-être perdu dans la forêt. Peut-être perdu dans un marécage avec des sangsues et des lianes qui nous accrochent les pieds.
Et cette représentation de cet endroit qui nous fait peur, nous donne des clés pour parler indirectement et inconsciemment de la vraie peur initiale, là, du vrai caillou qu'on a besoin d'aller regarder pour le traverser. Les images sont toujours très évocatrices de ce qui peut nous coincer. Voilà. Donc quelque part, j'aurais envie de vous laisser avec ça. Si vous avez la sensation d'être un petit peu coincé en écriture, ok, si cet endroit où vous êtes coincé était un lieu, ça serait quoi? Décrivez-le-moi. Et ça, vous pouvez me l'envoyer par message. Je serais ravi d'en prendre note et de voir comment je pourrais vous aider. Vous pouvez aussi le faire autrement, hein. Si c'était un animal, ça serait lequel? Si c'était un monstre de la mythologie, ça serait lequel? Si c'était un livre que vous aviez lu, ça serait lequel? Bref, hein, vous pouvez vous éclater. Là, c'est la magie du coaching. Moi, j'adore prendre à contre-pied mes coachés comme ça. Ils s'attendent à une question, tac! Et en fait, c'est une autre qui arrive. Voilà. Je suis trop heureux d'avoir fini ce premier jet du 3e livre, là, que je dis n'importe quoi. Bref. Autre chose, oui, je porte elle fameuse chemise beige au palmier rouge avec les macaques bleus. Je ne sais pas si vous avez suivi ce partage que je faisais sur Insta, de dire à quel point les petits objets qu'on peut prendre n'importe où, sont porteurs d'histoire. Le message que je voulais faire passer à travers ça, au-delà du fait que je trouve, amis éditeurs et éditrices qui m'entendaient, clin d'œil, que une chemise beige, d'ailleurs, j'arrive toujours pas à le dire, mais je trouve que une chemise beige, des palmiers rouges et un macaque bleu ferait un très bon nom de roman. Et c'était surtout que un objet aussi insignifiant qu'une chemise d'été porte énormément d'histoire. Et d'ailleurs, je pourrais le faire avec quasiment n'importe quel objet qu'il y a dans mon décor derrière, parce que en fait, si j'ai placé ces choses-là à ces endroits-là, c'est que chacun représente quelque chose. Par exemple, on peut jouer d'ailleurs, hein, on peut jouer. Bon, évidemment, là vous voyez, il y a les 2 chiens qui ont fait énormément partie de ma vie avant Voltaire. Et d'ailleurs, les 2 chiens qui m'ont donné envie d'avoir Voltaire. Vous avez le premier chien de mes parents qui s'appelait Maki. Et pourquoi Maki? Attention, hein. J'espère que vous aurez la ref, parce qu'il était né dans le maquis corse. Voilà. Et à côté, vous avez le petit teckel alto, qui avait un aboiement particulièrement strident pour sa taille. Voilà. Au milieu, vous avez une carte Magic. Voilà, parce que j'ai été un très très grand fan de Magic. Je suis toujours un très grand fan de Magic. Évidemment, je ne prends plus du tout le temps de jouer, mais ça fait partie de mon amour des TCG aussi et de la créativité et des univers qu'ils ont créés. C'est toujours ça qui m'a fasciné dans les jeux de cartes, au-delà du fait de pouvoir jouer aux cartes, c'était tout ce que les mecs avaient créé, quoi. Et là, je reprends des exemples que j'ai déjà cités, mais tu prends Pokémon, tu prends Yu-Gi-Oh!, tu prends Magic, tu prends Duel Monster, bref, et là, tous les nouveaux qui sont sortis auxquels j'ai jamais joué. Bon, j'ai joué à Hearthstone, remarque, mais par exemple, Riftbound qui est sorti récemment, j'ai jamais joué. Mais tous ces univers-là, c'est génial, ça donne envie d'être créatif avec tout et n'importe quoi. Et déjà, rien que sur ça, je pourrais raconter 1 milliard d'anecdotes. Avec Maki, vous saviez le nombre d'histoires que j'ai. C'était un chien qui était fasciné par le feu. Et rien que de me rappeler de ça, ça me donne envie d'écrire un livre. C'était un chien qui était fasciné par le feu. C'est-à-dire que il se posait devant la cheminée et en fait, il regardait le feu, mais il était très près, et donc il avait la truffe toute sèche à la fin. Et il regardait le feu avec une intensité dans le regard que j'ai rarement vu chez un chien. Et je me suis toujours demandé, et on s'est toujours tous demandé dans la famille, à quoi il pensait? Qu'est-ce qu'il voyait dans le feu qu'on voyait pas nous? Et j'aurais bien aimé lui poser la question, tu vois. Et je crois que ça a nourri aussi un peu la fascination que je peux avoir pour le feu, et surtout pour, vous savez, attention, hein, surtout avec les incendies qu'on a eus, fascination pour le feu, pas pour le fait d'en allumer, hein. Attention, pour la fascination, vous savez, des courbes et des arabesques et des danses que fait une flamme. Il y a quelque chose qui est toujours contenu à une flamme, mais qui est toujours imprévisible. Je trouve que ça représente hyper bien
ce que peut être l'écriture. Quelque chose de très cadré, c'est-à-dire on sait ce qu'on fait avec nos intentions, on sait qu'on va vers nos intentions, mais à l'intérieur, on est toujours mouvant, vous voyez. Il y a toujours un truc imprévisible. Il y a toujours un personnage qui nous attrape la jambe et qui nous emmène là où on pensait pas aller. Il y a toujours une intrigue qui se passe pas tout à fait comme prévu et qui s'embrase. Il y a toujours une autre intrigue ou un arc ou un personnage qui, au contraire, s'éteint et devient une braise, mais qui par après peut se raviver. Et tout ça toujours contenu dans cette flamme. Voilà. Et donc Maki était fasciné par le feu. Et je trouverais, voilà, par exemple, ça serait hyper intéressant de venir explorer ce qu'il pouvait penser, à quoi il pouvait penser. Et d'ailleurs, ça me fait sourire aussi parce que Voltaire, lui, est un chien qui est fasciné par l'eau, pas par le feu. Et c'est fou, non? D'avoir un chien fasciné par le feu et un autre fasciné par l'eau. Est-ce qu'ils se complètent? Est-ce qu'ils se seraient du coup très bien entendus, pas entendus? Est-ce qu'ils sont... Est-ce que Maki renaît quelque part dans Voltaire et après avoir exploré le feu, veut explorer l'eau? Tu vois, il y a plein de choses à raconter autour de ça. Bref, quoi d'autre? Bah, par exemple, vous voyez, alors je ne sais pas si vous les voyez encore, mais il y a plusieurs choses. Là, vous avez des petites chaussures qui sont des petits sneakers. Hein. Vous avez notamment attention, détail technique pour les connaisseurs. Vous avez ces deux paires de... pas d'Air Force One, de Jordan 1, pardon. La première, c'est la Chicago Off-White, puisque tu as le petit tag Off-White là. Et la deuxième, c'est la Travis Scott, avec les lacets roses, le marron et le swoosh qui est à l'envers. Et vous voyez, ces deux petits objets, en fait, me rappellent un tas de souvenirs de dingue. Et rien que ça, je pourrais appeler un livre La petite sneaker Travis Scott, tu vois. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Déjà, ça me rappelle une époque où, un peu comme quand c'était la mode, c'était quoi milieu des années 2010 jusqu'à 2017-2018 où vraiment il y avait une grande hype sur les sneakers, que ça soit par exemple les Yeezy Kanye West. Bon, ça a un petit peu mal vieilli avec toutes les sorties médiatiques qu'a pu faire notre ami Kanye West, malgré que ça soit un génie de la musique. Difficile d'ignorer tout ce qu'il a pu dire récemment. On le retrouve aussi avec, par exemple, les Pharrell Williams Adidas. On le retrouve du coup avec toutes les Jordan 1 de Nike. Il y a tellement de collections. Et là, je vous parle vraiment des collections les plus connues pour quelqu'un qui était comme moi. Tu vois, j'étais pas un mec pointu. Je connais pas les trucs hyper pointus, etc. Et il y avait, par exemple, ces paires avec Travis Scott. Et donc, il y a déjà, ça représente cette période-là de ma vie. Cette période-là de ma vie qui est adossée à plein de choses. Par exemple, ma première vraie très grande relation, le début de mon travail, la victoire de l'équipe de France en 2018. Parce que j'ai commencé à taffer le lendemain de la victoire de l'équipe de France. Donc moi, on gagne la finale et la seule chose que je me dis, c'est « Ok, je peux pas trop faire la fête parce que demain, c'est mon premier jour de taf. » tu vois. Et derrière cette chaussure, bah, en fait, je l'ai achetée à New York, dans un petit étal qui était je sais plus où, à Manhattan. C'était une espèce de grande halle où il y avait plein en fait, de petits créateurs qui vendaient des petites babioles quelque part. Attention, hein, des babioles je dis ça sans que ça soit péjoratif. Et notamment ces petites baskets. Et je trouvais ça fascinant. Donc, tu vois, j'en ai acheté une. Et donc, cette petite chaussure me rappelle mon voyage à New York. Mon voyage à New York que j'ai fait avec mon meilleur pote, c'était incroyable. Il y a tellement d'anecdotes là-bas. C'est aussi, vous savez, il y a des reliquats de podcasts enregistrés avec mon meilleur pote à Central Park où on est au taquet gêné, où on dit, on balance poncif sur poncif. Alors, on les regarde aujourd'hui et on les réentend avec un sourire très tendre. Mais voilà, vous voyez, c'est le début de l'aventure aussi. C'est le moment où quelque part, l'aventure podcast est lancée, tu vois. Et c'est quand même dingue. Et ça, on parle de 2022. Avant que je me lance vraiment dans l'enregistrement du podcast là, il s'en est passé des choses, tu vois. Et comme quoi, c'est important
de commencer des trucs, même si on a l'impression que c'est pas le bon moment, ou que c'est pas parfait. Enfin bref, là vous commencez à aussi reconnaître toutes ces croyances qu'on peut avoir quand on va écrire un livre, qui en fait se retrouvent être des croyances qu'on vit dans les autres pans de notre vie justement. Et c'est pour ça que je dis toujours que l'écriture est transformatoire et va bien au-delà de l'écriture. C'est qu'en fait, l'écriture étant un processus long et personnel, et ben en fait, on traverse 1 milliard de choses qu'on va retrouver ailleurs dans notre vie. Et ça nous donne les clés, les leviers, les forces, les nouvelles croyances, le nouveau système de valeurs, etc., qui nous permettent d'affronter ces autres enjeux ailleurs dans notre vie. Voilà. Et donc, voilà, cette petite chaussure me rappelle à la fois cette période de 2018, mais aussi ce voyage à New York et tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Il y a notamment, je pourrais vous raconter, voilà, par exemple, l'anecdote de la boîte de nuit qui s'appelle Le Bain à New York, qui est une anecdote exceptionnelle, mais que je garderai une prochaine fois pour les curieux et les curieuses. Et pour boucler sur tout ça, pourquoi je vous raconte ça? Parce que là, j'ai pris au hasard 2 éléments, mais je pourrais le faire avec n'importe lequel des éléments de ma bibliothèque, même les livres en fait. Vous voyez là, par exemple, il y a les Herger qui me rappellent l'époque où je bouffais des mangas à n'en plus finir, avant fin du collège, début du lycée. Et en même temps, qui est une série que je me suis permise de racheter à un moment, parce que c'était un manga qui était plus édité, donc on les trouvait que sur eBay. C'est un des seuls achats que j'ai fait sur eBay de ma vie, l'intégrale de Herger là, et qui est un manga qui est hyper bien dessiné. Alors, qui a les écueils de certains des mangas pour les jeunes hommes, ce qu'on appelle les shonen, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire que il y a des nanas qui se mettent à avoir des énormes seins et qui sont quasiment à poil. Ça n'a aucune plus-value narrative, mais tu sais pas pourquoi les mecs se sentaient obligés de le dessiner. Enfin bref, cela mis à part, il y a tout un lore qui est exceptionnel dans Herger. C'est des mecs qui font du roller, mais surtout t'as tout un rapport aux éléments, t'as des rois, etc. C'est exceptionnel. Le lore est exceptionnel et très très inspirant. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que si vous pensez ne pas être créatif, deuxième petit exercice, après celui de représenter l'espace, de représenter dans un lieu ou un espace ce qui pourrait vous faire peur, et c'est tout simplement de vous arrêter là sur votre bureau, vous attrapez un truc et vous vous dites ok, en quoi ce machin que j'ai dans les mains là est une histoire. Et vous voyez, je peux le faire encore avec un autre truc. Là, j'ai un Barbapapa mou qui est une boule anti-stress en fait. Et évidemment, ce Barbapapa, il est très très vieux, mais il me rappelle toute la phase où j'étais hyper stressé. Stress qui venait aussi du manque de confiance et qui venait surtout de quelque part de l'over-control que je voulais avoir sur absolument tout, et notamment sur le futur. Et quand je le vois aujourd'hui, c'est aussi un rappel de hey, calm down Sam, genre tout va bien se passer. Voilà, il n'y a pas besoin de stresser. Et aussi parce que j'adore les Barbapapa et que c'est quand même un truc assez exceptionnel d'avoir pensé à ça. Et franchement, en IP, on a rarement fait plus simple que ça. C'est une goutte rose. Voilà. Et après, il y en a qui nous diront oui, mais c'est parfois compliqué d'inventer des trucs. Un point rose sur une feuille. Et vous avez Barbapapa. Exceptionnel, non? Voilà. La créativité est partout et c'est absolument dingue. Et vous voyez, les objets, c'est aussi dans... Par exemple, là, j'ai une bague qui est d'ailleurs un petit peu cassée, qu'il faudrait que j'aille réparer. Cette bague, c'est une des premières que j'ai achetées. Elle représente énormément de choses et me refait penser à certaines périodes de ma vie. Là, en l'occurrence, 2023, donc elle me replonge dans toute cette phase de transition entre mes bordels de merde, j'ai pas envie de mourir ingénieur, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie, quoi. Voilà, donc quand vous pensez que vous n'êtes pas inspiré, par exemple, attardez-vous sur tous les petits objets qui sont autour de vous, parce que chacun de ces petits objets porte une histoire, et vous pouvez vous interroger, ne serait-ce que sur ce qui vous évoque, et partir de là. Et vous savez, ça marche pour écrire de manière aléatoire sur des choses qui vous viennent comme ça, mais ça peut aussi marcher pour votre livre, hein. Si vous avez la sensation d'avoir la page blanche, prenez l'équivalent du Barbapapa sur votre table et dites-vous, ok, si mon chapitre commençait par ça, qu'est-ce qui se passerait? Voilà. Et après, faites-vous confiance. Écoutez, qu'est-ce que vous avez retenu de l'épisode d'aujourd'hui?
Je vous laisse avec cette question. Je vous souhaite surtout une très bonne semaine. J'espère que vous kiffez écrire, j'espère que vous kiffez votre été. Profitez bien. On se retrouve très vite. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans votre processus d'écriture. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite. C'était Ibélion. Des bisous. Ah, et surtout, osez écrire. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À très vite. Ose écrire.